Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Donc, on va parler un petit peu d'observabilité. Donc, je vais déjà commencer rapidement par me présenter. Donc, je suis Olivier Gatimel, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Carl du groupe Berger-Legros. On fait des logiciels de maintenance industrielle, de bâtiments, de transport. Donc, vraiment toute la partie cachée quand vous voyez des bâtiments en train de devenir les lumières, etc. Donc, nous, on fait des logiciels soit on-prem, soit SaaS. Donc, l'observabilité chez nous, c'est un peu compliqué. Je vais passer beaucoup sur l'observabilité. Si vous voulez, vous pouvez déjà scanner sur le QR code, c'est un Linktree. Vous verrez beaucoup de liens que je vais présenter. Je mettrai aussi les slides de la présentation sur ce lien-là. Donc, si vous voulez le garder, je l'actualiserai après la présentation. Vous retrouvez plein de choses que je vais présenter ici. On va commencer déjà par qui fait l'observabilité en mode large, c'est-à-dire que ce soit les logs, les métriques, les traces. Est-ce que déjà les gens savent comment ils en font? Est-ce qu'ils en font? Très bien. Est-ce qu'il y en a qui le font avec OpenTelemetry? OK, donc tout le monde utilise des solutions avant sûrement que OpenTelemetry soit arrivé. Donc, ce qu'on va commencer, c'est parler rapidement de l'observabilité, un petit peu les concepts de base, comme ça on va revenir dessus. On va surtout se concentrer sur le projet OpenTelemetry. On va parler rapidement comment instrumenter, c'est-à-dire comment on va récupérer ces signaux de télémétrie, comment on va les collecter, et ensuite une petite partie question, bien sûr, là-dessus. Alors, l'observabilité, ce que c'est la capacité de comprendre l'état interne de votre système. Donc, vous allez récupérer des données télémétrie, on va appeler ceci des signaux. Pour information, j'ai tout traduit en français. Beaucoup de documentation est quand même en anglais, même si OpenTelemetry a plusieurs langues pour sa documentation. Mais dans cette présentation, je vais utiliser au maximum les termes en français. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir de l'information sur notre système. Donc, pourquoi on veut cette information? C'est deux choses. Déjà, pour aider à la résolution des problèmes, plutôt le côté dev, c'est-à-dire vous avez quelque chose, il vous faut des données, des éléments pour savoir ce qui s'est mal passé. Et aussi, alerter, plutôt le côté ops, parce que vous voulez savoir s'il y a eu un comportement anormal, vous voulez savoir s'il y a eu des problèmes de performance, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous êtes coincé. Donc ça, c'est vraiment la base pourquoi on veut faire ça. Il ne faut pas confondre observabilité et monitoring. C'est souvent deux termes qu'on va retrouver. L'observabilité, c'est la collecte des informations. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez récupérer beaucoup d'informations, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez en faire. C'est-à-dire que vous récupérez, et votre but, c'est d'avoir le pourquoi. Par contre, quand vous allez faire le monitoring, vous allez devoir dire ce que vous allez configurer, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est un problème de performance? Est-ce que ce sont des erreurs? Est-ce que ce sont des coûts qui augmentent? Là, vous êtes beaucoup plus précis sur ce que vous voulez rechercher. Donc, en fait, l'observabilité va alimenter votre monitoring. Mais vous pouvez faire l'observabilité au début, vous récupérez tous vos signaux, et ensuite, vous pouvez faire un monitoring avec. Donc, on va plutôt dire que c'est le départ. Mais l'observabilité, ça donc, vous allez chercher à expliquer ce que vous avez eu comme problème, alors que pour le monitoring, c'est plutôt l'état actuel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien, pas bien? Ça, c'est après vous qui décidez selon ce qui est vos métriques internes, ce que vous voulez donner à vos clients, vos utilisateurs. On va commencer par le premier signal le plus connu, c'est le log, le fichier journal. Donc, je vous ai mis deux exemples sur cette capture. Vous avez le log le plus basique, typiquement du log Apache HTTPD, ou vous avez du log structuré. Le premier élément, quand vous avez un log, c'est la date. En fait, à chaque fois, vous retrouverez, c'est un événement horodaté, un instant T. Après, vous avez un message, vous avez des métadonnées dedans, vous pouvez avoir des informations, les structurer pour être mieux parsable, etc., par d'autres outils. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui s'est passé à un instant T. Vous avez juste le message à un instant T. Ensuite, vous avez, ce que je voulais dire aussi sur les logs, en fait, il est disponible partout. Quel que soit le framework que vous utilisez pour développer, vous l'avez en fait. Vous pouvez l'avoir par du stdout, par du fichier, etc. Mais il n'y a pas un langage de programmation qui nous empêchera de faire des logs. C'est disponible partout. C'est pour ça que tout le monde en fait. La métrique, c'est une mesure prise d'un élément à un certain instant. Donc, on va distinguer ici deux types. Il y a plus d'autres types, je vais me concentrer sur des types. C'est souvent le type compteur et le type jauge, gauge en anglais. Donc, le compteur, c'est pour compter des éléments. Par exemple, vous avez une carte réseau, elle va vous dire, j'ai vu passer dans d'octets sur ma carte réseau. Ça va vous dire, voilà, depuis que j'ai démarré, ma carte, elle a vu 1 kilooctet, 2 kilooctets, 1 méga, 1 pétaoctet qui s'est passé depuis qu'elle est démarrée. Donc, en fait, elle incrémente. C'est comme au compteur de voiture. Elle est sortie d'usine, votre compteur incrémente. Donc, ce compteur peut monter, mais il peut aussi descendre. Dans l'exemple que je vous ai mis, donc c'est le nombre d'octets. Mais par exemple, vous avez un nombre de sessions actives. Vous avez par exemple le nombre d'utilisateurs connectés. C'est un compteur, il monte et il descend durant la vie de l'application. Ça peut avoir des impacts, comment vous allez stocker votre métrique et aussi pour voir si vous n'avez pas des problèmes de mesure. Si vous avez par exemple un compteur qui est forcément croissant,
et qu'à un moment, vous voyez votre télémétrie qui redescend, vous dites, il y a eu un problème dans ma mesure, il y a eu un problème dans la façon d'observer ma métrique. Donc, c'est bien de savoir ce qu'on mesure, parce que ça vous permet de détecter parfois des petits problèmes de mesure pour avoir, par exemple, un reboot du système. C'est le seul moment où il peut redescendre à 0. Si votre compteur est croissant et qu'il redescend à 0, il y a eu forcément un reboot. Ça peut vous donner des indications. La jauge, c'est une valeur absolue. Ça peut être la température, une vitesse, une pression, etc. C'est ce que vous voyez sur votre compteur de voiture. Vous voyez la vitesse qui s'affiche. C'est une mesure instantée. Elle peut vraiment varier entre plein de valeurs possibles. Deux types de façons de faire votre mesure. Elle est soit synchrone, soit asynchrone. Quant à l'asynchrone, c'est-à-dire que votre mesure apparaît, vous allez l'enregistrer quelque part pour qu'on puisse après l'observer. Donc, par exemple, vos contrôles kilométriques, il y a un système qui tourne, et en fait, ça alimente le compteur pour dire au compteur, j'en suis là dans ma mesure. Vous ne savez pas ce qui s'est passé par le passé. Vous n'avez pas eu combien il y a eu de top dans le passé. Et quand vous le regardez, vous avez cette mesure. L'autre façon de faire, c'est de demander à un moment, quelle est ta mesure? Vous allez demander à votre système, par exemple, vous regardez encore une fois, je prends encore la voiture, vous regardez votre compteur de vitesse, visuellement, vous vous dites, donne-moi un callback par rapport à l'écran, quel est ce que tu me présentes en fait. Mais tant que vous n'avez pas regardé l'écran, vous n'avez aucune information de la vitesse où vous êtes. Il n'y a pas votre voiture qui vous tape sur l'épaule toutes les secondes pour vous dire tu roules à temps, tu roules à temps, tu roules à temps. C'est vous qui faites l'effort d'aller chercher la mesure. Quand vous êtes asynchrone, ce qui va se passer, c'est que vous avez un risque de latence et de temps de mesure. Si votre mesure est longue à récupérer, ça peut avoir un impact. Vous imaginez si vous devez faire 40 callbacks toutes les secondes, et que les 40 callbacks prennent chacune milliseconde, c'est correct. Et si vous avez plusieurs callbacks qui prennent par exemple 10-30 millisecondes pour être observés, vous n'allez pas tenir la seconde pour faire votre mesure régulièrement. Donc attention à ça. Parfois le synchrone peut être plus avantageux parce que vous avez juste quelque chose qui est ensemble. Les traces, le concept de base d'OpenTelemetry, mais je l'ai mis en troisième parce qu'il est plus complexe. La trace, ça va vous permettre en fait d'avoir vu l'ensemble d'une requête, d'un chemin. Et en fait, cette requête va être composée de plusieurs spans. Donc, grâce à ceci, vous allez pouvoir regarder les différents endroits où votre requête a eu lieu. Donc là, vous avez une seule requête. C'est le projet OpenTelemetry Demo. C'est visualisé dans le logiciel Jagger. Certains pourraient dire, OK, donc j'ai plusieurs services, donc c'est intéressant dans le distribuer. C'est aussi intéressant sur le monolithique. Parce qu'en fait, grâce au span, vous pouvez vous dire, je suis passé dans la database, j'ai fait un appel réseau, j'ai fait une session, j'ai invalidé une entrée cache, j'ai fait plein de choses. Donc, souvent, les traces, on les voit dans le mode distribué, mais en fait, il ne faut pas oublier que dans monolithique, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, ça peut vous donner une vision vraiment couche par couche de votre système. C'est juste que vous n'aurez qu'un seul, peut-être, composant logiciel et pas plusieurs comme des microservices, et c'est donc très utile dans les deux cas. On va aller un peu plus de détails dans les spans et dans les traces, parce que parfois, quand on les voit la première fois, on se dit, mais comment ça marche ce bazar? Dans une trace, vous avez quelque chose de très important, c'est le trace ID. Le trace ID, il est commun à tous les spans. Vous allez le retrouver donc là dans Jagger en haut, donc le 17A44, et vous allez le retrouver dans chaque span. Chaque span va partager le même trace ID, le 17A44. C'est comme ça que le système va permettre de savoir que tous ces spans sont liés à la même trace. Mais quand vous regardez précédemment, vous voyez qu'il y a une genre d'hiérarchisation entre vos spans. En fait, vous allez avoir maintenant un ID qui est unique par span, et un span a le droit de donner une information de parenté. Donc, c'est-à-dire ici, vous voyez que le span, donc, dans mon exemple, le 0D, en fait, est parent du span 4C. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va retrouver cette hiérarchie entre les spans. Donc, je viendrai un peu plus tard comment on peut faire cette propagation d'informations, mais ça fonctionne comme ceci. Troisième paramètre important dans votre span, c'est la date de début et la durée. Attention, les spans sont générés par plusieurs services. Si vous faites du microservice et que vos horloges se désynchronisent, la date de début de votre span va être mauvaise. Donc attention, dans ces systèmes-là, dans le distribué, si vous avez des horloges désynchronisées dans vos systèmes, les spans, comme ils sont générés service par service, vous allez avoir des dates désynchronisées. Et quand le système va devoir rattraper ici pour vous présenter l'ordonnancement de vos spans, si vous avez une horloge même qui est décalée de quelques millisecondes par rapport à une autre, en fait, votre span va partir soit derrière, soit devant. Souvent, les logiciels de visualisation vont essayer de vous rattraper ceci par des calculs de delta entre services pour vous en sortir. Mais attention, dès que vous faites distribuer, les horloges synchronisées, c'est très important pour ne pas avoir d'incohérence dans le start time. Sinon, vous allez avoir des problèmes où votre start time, vous dites, mais ce span, il ne peut pas démarrer maintenant, mon service, il ne devrait pas encore appeler ce service. Donc, avec la hiérarchie, il va se dire, c'est pas normal qu'il démarre avant, il va vous le décaler, mais ça vous complexifie l'explication du système.
Le projet OpenTelemetry. Donc, le projet OpenTelemetry, donc sa mission, c'est vraiment la définition du projet, c'est permettre une observabilité efficace en créant une télémétrie compatible et de haute qualité. C'est vraiment leur mission. Concrètement, ça va permettre de faire de la création, donc l'instrumentation va récupérer les signaux et surtout les collecter. Ce qui est important, ce que vous voyez ici, j'ai mis une partie en rouge à droite. La partie à droite, c'est le stockage et la présentation des signaux. Ça, ce n'est pas le projet OpenTelemetry. Le projet OpenTelemetry va vous permettre d'instrumenter, va vous permettre de collecter, mais ne vous permet pas de stocker et de présenter les signaux. Par exemple, Jagger, que j'ai utilisé pour présenter les traces tantôt, il n'est pas dans le projet OpenTelemetry. C'est quelque chose qui vient à part. Donc, ça va vous apporter des spécifications, des protocoles, des conventions, très importants pour avoir des dashboards et qu'ils soient cohérents, un collecteur, le composant central, l'hôtel collector, on viendra un peu plus tard, et de multiples SDK pour plein de langages. Vous avez du Java, du JS, du Go, il y a du choix. C'est un projet qui a commencé mi-2019. C'est un projet Sandbox qui avait comme but de fusionner le projet OpenTracing, qui s'occupait des traces, et OpenCensus pour les métriques. Le but, c'est que quand OpenTelemetry sera stable, ces deux projets disparaîtront. Le but, c'est de ne pas créer un nouveau standard, c'est de supprimer ces deux projets qui existaient. C'est supporté par le CNCF, donc qui est aussi la fondation derrière Kubernetes. Ça a basculé en projet en incubation au CNCF depuis moitié 2021. Et c'est actuellement le deuxième projet le plus important chez CNCF, donc juste après Kubernetes. C'est un projet qui est très, très actif. Au niveau des specs, les traces ont été stabilisées au niveau spec depuis février 2021 avec un support LTS. Le support LTS, ça veut dire que même s'il déprécie certains éléments dans la spécification, il garantissent un nombre d'années pendant lequel les outils doivent encore supporter l'ancien élément de spécification qui est déprécié. Je ne sais plus le cycle exactement, mais il y a des notions de 3 ans et de 2 ans globalement. Il faut aller dans la doc pour mieux voir ça. Les métriques, spécification stable depuis novembre 2021. Les logs, stable depuis novembre 2023. Les logs, c'est un peu particulier. Les logs, au début, ne voulaient pas faire leur propre spécification. Ils voulaient supporter les frameworks existants. Parce qu'en fait, comme les logs sont tellement implémentés dans tous les langages, ils ne voulaient pas créer une nouvelle norme parce qu'il y avait déjà plein d'autres normes dans tous les langages. Donc, ils sont beaucoup plus dans le mode bridge pour pouvoir, en fait, câbler les systèmes entre eux. Et un nouveau signal qui est arrivé, dont je parle un petit peu à la fin de la présentation, le profilage, profiling, en cours de développement depuis avril 2024, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore stable, il est encore en spécification bêta. On peut l'utiliser, mais il faut être conscient que les concepts peuvent changer. Donc, en fait, vous appuyez peut-être sur un vocabulaire, une convention qui peut changer dans les mois à venir. Donc, il faut suivre ce qui se passe. C'est un peu plus compliqué pour les mainteneurs, surtout, en fait, les composants. Les protocoles, il y en a deux, globalement, qui sont aujourd'hui dispo. L'Open Telemetry Protocol. En fait, quand les composants vont échanger avec le collecteur ou avec les instrumentations, OpenTelemetry a défini son propre protocole pour communiquer, pour passer ces signaux. Comment les signaux vont être transmis, comment sont transmis les traces, comment sont transmis les logs, comment sont transmis les métriques. Deux protocoles aujourd'hui, enfin deux transports pour être précis. On a de l'OTLP sur gRPC, enfin le gRPC qui est sur le port 4317 en TCP, et aussi de l'HTTP avec du protobuf sur 4318. TCP 4318. Donc, en fait, quand vous utilisez un collecteur OpenTelemetry, vous verrez toujours ces deux ports. Si vous voyez le 4317, vous êtes sur le protocole gRPC. Si vous êtes sur 4318, HTTP protobuf. Ne vous trompez pas, parce qu'en fait, les deux sont supportés. Donc, si vous mettez le mauvais port, forcément, les deux ne vont pas se comprendre. Donc, voilà. Un autre protocole qui est beaucoup moins utilisé, qui est encore en bêta, c'est l'Open Agent Management Protocol, qui vous permet, en fait, de configurer les agents et les collecteurs par un protocole. Par exemple, vous avez tout un parc de machines, vous avez plein de collecteurs. Et en fait, il va falloir les configurer. OpenTelemetry propose un protocole de communication pour venir en fait taper sur vos agents. Enfin, plutôt les agents viennent contacter ce nœud de management. Et en fait, ça leur envoie la configuration pour dire c'est ça ton exporteur, c'est ça ton système pour transformer tes métriques, etc. Donc, ça vous permet en fait de faire comme ça tous les dessus. C'est encore en bêta, mais bon, ça peut être intéressant pour éviter de devoir faire sa propre sauce pour pouvoir configurer tout ce pataquès quand vous avez un parc. Je vous ai mis ici toutes les implémentations en cours. Donc ça, c'était le statut. J'ai récupéré la capture il y a quelques jours. Vous voyez pour tous les langages où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'implémentation. On n'oublie pas, la spec est stable, mais l'implémentation n'est pas forcément stable sur les langages. Donc vous voyez par exemple, si vous êtes chez Java ou chez PHP, vous êtes stable partout. Vous savez que si vous utilisez le SDK pour les traces, les métriques et les logs, ça ne bougera plus.
Si par contre vous êtes dans d'autres langages, vous êtes encore en development ou en bêta, potentiellement ça peut bouger. Donc en fait, quand vous allez taper avec l'API, potentiellement il y a peut-être quelque chose qui risque de casser quand vous allez faire une mise à jour de version. Si vous êtes sur le table, déjà c'est beaucoup plus stable là-dessus. Les contributeurs, comme c'est un projet open source, en fait, il y a beaucoup de monde qui contribue. Déjà, si vous allez sur le GitHub d'OpenTelemetry, vous avez 87 projets GitHub qui sont en activité récente. Par récente, c'est-à-dire qu'il y a eu un commit dans les 6 derniers mois. C'est énorme. Il y a vraiment beaucoup de monde. Vous voyez qu'il y a beaucoup de langages aussi, donc forcément, ça fait beaucoup de choses. Je vous ai mis le top contributeurs. En fait, vous avez ici ces personnes-là. Donc, si vous les croisez, que vous les invitez pour des conférences, je pense que ces gens sont très pertinents pour vous parler vraiment du projet. Vous voyez surtout qu'il y a plusieurs compagnies. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas porté par une seule compagnie. C'est vraiment assez diversifié. Les insights de la Linux Foundation permettent de voir qu'en fait, 42 contributeurs font 50% des contributions et 5 organisations font 50% des contributions, ce qui est considéré comme une bonne métrique selon eux. Ça permet d'avoir des indications si un projet en fait est porté par une seule compagnie, n'est porté par une seule personne, ou au contraire, ça permet de faire ça. Vous voyez aussi qu'il y a quand même 4000 contributeurs réguliers, enfin réguliers en tout cas, qui sont actifs, et 1000 organisations, enfin contributeurs qui sont liés à des organisations. Donc, c'est un projet qui brasse beaucoup de monde. Alors, instrumenter. Instrumenter, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'il y a tellement de langages, je ne pourrais pas le faire. Et puis moi, je suis pertinent surtout sur le langage Java. Il y a beaucoup de conférences qui existent déjà, les documentations sont excellentes. Donc, moi, je vous dirais, allez voir ces différents liens, allez voir votre langage, allez voir ce que vous voulez faire et vous aurez plein d'informations dessus. Ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'il y a différents types d'instrumentation. On va commencer par le bas. Le bas, c'est le plus générique. Vous allez le faire au niveau de la plateforme. Vous allez le faire au niveau de votre OS, au niveau de votre conteneur, au niveau de votre Kubernetes. Vous allez récupérer des métriques comme par exemple le CPU, les I/O, etc. Quelque chose de très générique. Vous n'avez pas encore vraiment une insight très précise, mais par contre, vous fichez que vous soyez sur une application Java, une application PHP Go, etc. Vous récupérez tout. Ensuite, vous avez un nouveau système qui est apparu assez récemment, qui est le eBPF. Le eBPF, ça vous permet, c'est Linux only, ça vous permet en fait de rajouter un programme à côté de votre noyau qui va intercepter les appels système. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer des informations. C'est un projet qui a été donné par Elasticsearch, enfin le projet Elastic récemment, enfin récemment, il y a 2 ans maintenant. Et en fait, ça vous permet déjà d'obtenir des informations grâce en attrapant donc des appels système. C'est mieux, mais l'avantage, encore une fois, c'est que c'est générique, c'est-à-dire que l'application n'a pas besoin d'être codée dans un langage particulier. Après, vous rentrez sur l'instrumentation avec le SDK ou les agents. Donc là, en fait, vous allez être spécifique avec votre langage. Là, vous allez avoir l'agent Java, l'agent PHP, le SDK pour Go. Donc là, vous rentrez dans le spécifique et vous allez avoir une compréhension aussi des frameworks qui sont derrière votre application. Par exemple, pour du Java, l'Hibernate, du Spring, etc. On va pouvoir regarder comme ça les endpoints, les appels SQL, des choses comme ça très précises. Donc là, on rentre dans la précision. Par contre, il faut que ce soit compatible. Si vous ne l'avez pas pour votre langage, vous allez dire, là, on ne peut pas le faire. Alors qu'avec les éléments en dessous, même si votre langage n'est pas supporté, vous l'avez pas. Et le mieux, c'est le natif. Donc là, c'est que la librairie que vous utilisez a déjà le support OpenTelemetry. Et donc là, en fait, c'est cadeau pour vous. Vous utilisez cette librairie, automatiquement, cette librairie est capable d'envoyer des signaux OpenTelemetry, que ce soit des logs, des traces ou des métriques. Donc ça, c'est le mode parfait. Donc voilà, je vous ai mis les liens là-dessus. Le Linktree est parfait pour récupérer tout ça après si vous le désirez. Je vais parler un peu Java parce que je suis quand même javaïste, donc mettre un petit peu plus le focus sur Java, et puis vous avez vu que Java est quand même bien supporté. Pour information, pourquoi Java est bien supporté? Si on revient sur ici, Monsieur Trask, c'est le mainteneur d'un PM qui s'appelle Glowroot. Et en fait, quand OpenTelemetry est arrivé, il a juste eu à repousser tout le code qui a été dans Glowroot dans l'agent d'OpenTelemetry pour Java. Donc c'est pour ça que Java a été très rapide en fait à monter en termes d'instrumentation. C'est grâce à Monsieur Trask qui a fait tout le boulot. C'est l'employé Microsoft. On n'aurait pas pensé que Microsoft faisait beaucoup de Java, mais en tout cas, c'est M. Trask qui s'en occupait. Glowroot est toujours actif, c'est un beau projet si vous voulez aussi pour un petit APM local. Côté Java, donc vous avez un agent Java JVM classique, un lien avec toutes les librairies supportées. Vous avez vraiment une grande quantité de librairies supportées. Comme vous avez beaucoup d'instrumentation de base, pensez à les configurer. Vous avez la doc qui vous le mentionne, parce que peut-être que des frameworks, des librairies ne vous intéressent pas dans votre logiciel. Par exemple, je sais que pour nos logiciels, en fait, les appels JDBC,
On a des appels JDBC qui sont parfois purement techniques. On a dû faire un petit peu du tuning parce que sinon on avait beaucoup trop de bruit en fait. Donc pensez à ça. Chez certains fournisseurs, vous pouvez avoir des distributions spécifiques de l'agent Java. Typiquement chez Microsoft, ça vous permet en fait d'envoyer des métriques avec leur système de live metrics. Et en fait, ils ont rajouté comme ça leur couche propriétaire là-dessus. Donc l'agent est extensible. Encore une fois, vous pouvez rajouter votre propre chose. Chez nous, nous avons fait notre propre agent aussi, notamment pour diminuer le bruit JDBC en fait. Parce que nous avions plein de traces JDBC dont on ne les intéressait pas. On a créé notre propre agent, comme ça au moins, c'est déjà fait directement dans l'agent. Et plutôt que ce soit fait au collecteur où on nettoie les traces, en fait, dès l'agent, on dit ça ne nous intéresse pas, tu ne le prends pas en 5 minutes. Les extensions, donc très intéressant pour modifier l'agent, ou le SDK aussi. J'en ai mis quelques-unes en avant qui sont en bêta, donc elles ne sont pas encore dispo. L'InfoSpan, en fait, ça utilise un mécanisme qui va permettre de détecter dans votre code des éléments qui prennent du temps et de rajouter des spans automatiquement. C'est-à-dire que même si elles ne font pas partie d'un framework particulier, une librairie particulière, vous allez pouvoir ajouter des informations grâce à ça. Le stack trace capture, aussi un truc assez sympa. Si votre span prend un peu de temps, en fait, il va rajouter la stack trace d'appel. Comme ça, si vous avez une méthode dans votre logiciel qui prend du temps, et ben vous dites, je récupère la stack trace d'appel automatiquement, il a capturé le span, et vous dites, qu'est-ce qui a appelé cette méthode qui a pris du temps? C'est en bêta, donc il faut les intégrer manuellement. Peut-être pas prod friendly, mais pour le dev, ça peut être intéressant pour votre CI interne. Si vous faites du testing, vous pouvez vous dire, tiens, je mets ça, et je peux détecter, tiens, mes tests prennent du temps à cet endroit-là. Ah tiens, gratuitement, je peux savoir quelle est la méthode qui a pris du temps sans devoir forcément savoir l'instrumenter. Donc ça, c'est cool. Il y a plein de petits tunings à faire, bien sûr, si vous le faites trop violent, ça a un overhead important. Vous avez même une extension pour inspecter vos builds de Maven. Vous rajoutez l'extension, vous rajoutez l'agent Java, automatiquement vos builds Maven sont instrumentés. Pareil chez Gradle, vous avez quelque chose là-dessus. Si vous faites du Spring Boot, voilà, vous êtes tranquille. Vous avez une extension Spring Boot. Alors, ce n'est pas une extension, c'est plus en fait avec le Spring Boot Starter, vous allez avoir quelque chose d'un peu automagique, auto-configuration. Et en fait, vous avez OpenTelemetry gratuitement dans votre Spring Boot. Pas de difficulté, ça va tout seul. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le but, c'est quand même d'instrumenter vous-même vos propres librairies. Nous, par exemple, on a un framework propriétaire dans notre logiciel. Donc, on a créé en fait notre propre instrumentation OpenTelemetry de notre propre framework propriétaire. On a quelques petites parties pour la persistance, pour la gestion des sessions avec un truc un peu spécifique, notre applicatif. Et donc là, le nommage des sémantiques est très important parce qu'en fait, quand vous avez créé vos dashboards, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez mettre comme sémantique pour bien sûr que ce soit utilisable. Parce que vous pouvez créer vos propres signaux, il n'y a pas de problème. Vous créez vos propres métriques, vos propres traces, vos propres spans, vos propres attributs, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut regarder le nommage des sémantiques. Donc, si vous avez le préfixe hôtel, c'est réservé en fait au projet OpenTelemetry. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, sinon comme votre namespace. Donc, chez nous, ça s'appelle Carl, aucune originalité, parce que c'est dans notre projet. Mais voilà, trouvez quelque chose qui est assez caractéristique pour savoir que ce sont vos propres métriques, comme ça, ou vos propres attributs, comme ça, après, vous pouvez créer vos dashboards tranquillement. Par exemple, pour le cache, on a notre propre solution de caching local. Donc, en fait, pour les métriques d'éviction, etc., on a créé notre propre métrique, tout simplement. Donc, ça nous permet de ne pas être en conflit avec d'autres choses. Les sémantiques commencent à s'enrichir. Donc, il y a de plus en plus de sémantiques de base pour tout ce qui appelle JDBC, consommation mémoire, des choses comme ça. Donc, pas hésiter à regarder ce qui existe déjà. Ou comme les nommages pour les méthodes HTTP, ou pour les verbes HTTP. Ça peut être intéressant pour éviter de créer quelque chose qui en fait existe déjà dans le standard. Par contre, encore une fois, regardez, si vous regardez les conventions des sémantiques, est-ce que c'est stable ou est-ce que c'est en bêta? Si c'est en bêta, faites attention, si vous utilisez cette sémantique, ça peut peut-être bouger dans les mois à venir. Si vous êtes sur du stable, il y a une garantie que ça reste la même pendant un certain temps. Si ça bouge, c'est pas très grave, c'est juste que vos dashboards, en fait, risquent de ne plus être pertinents. Donc, il faudra revenir dans vos dashboards de monitoring pour vous dire, tiens, en fait, c'est plus cette métrique à envoyer, c'est une autre métrique. Un petit exemple ici, intéressant, que j'ai pris sur une présentation de M. Fabian Steiber chez Grafana. J'ai pris juste cette partie. Ici, qu'est-ce qu'a fait M. Steiber? En fait, il a créé une télémétrie sur le client pour voir si l'application est réactive. Donc, c'est juste une application, on va regarder des prénoms, en fait, tout simplement. Il a en haut une application Java qui va donc à le endpoint. En fait, vous voyez, donc il a name, language, gender qui permet donc de récupérer cette information. Qui va donc, avec l'agent Java, mesurer la latence du endpoint. Et il a mis l'instrumentation eBPF sur la stack réseau de son OS. Vous remarquez que ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé une surcharge en fait sur le système avec un système d'injection. Et vous voyez que la latence sur le front-end a augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, elle était avant à l'origine autour de moins d'1 seconde. Et ici, on est passé sur une latence de 3 secondes.
Sauf qu'il y a un problème ici. Notre instrumentation d'OpenTelemetry sur l'agent Java, elle est toujours à 800 millisecondes. Donc, en fait, notre client est en train de nous dire l'application est en train de ramer comme pas possible. Mais par contre, côté application Java, nous, en fait, on est en mode aucun problème de latence. Par contre, l'instrumentation eBPF, donc BLH et Grafana, en fait, c'est une distribution spécifique, est passée bien de 800 millisecondes à plus de 3 secondes. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pourquoi l'eBPF a vu cette augmentation de latence, mais l'instrumentation sur la partie Java n'a pas vu cette augmentation de latence? À votre avis, qu'est-ce qui fait que l'application Java a l'impression d'aller toujours aussi bien? Oui, il y a une idée, tout à fait, c'est le réseau. Et qu'est-ce qui se passe dans le réseau? Oui, c'est tout à fait là que ça se produit, mais qu'est-ce qui se passe dans la pile réseau au niveau de l'OS? Pourquoi, en fait, l'application à Java a toujours l'impression que ça va vite à ce niveau-là? En fait, il y a des tampons dans la stack réseau. Et en fait, ce qui se passe ici, vous avez beaucoup de requêtes qui sont en train de rentrer. Donc, en fait, elles se bufferisent dans la stack réseau. Donc, l'application Java, elle est tranquille. Elle peut répondre qu'à 10 requêtes en parallèle, exemple. Donc, elle répond toujours dans les 800 millisecondes, elle est efficace, elle vit sa meilleure vie. Parce qu'en fait, c'est la stack réseau qui a tout bufferisé. D'où l'intérêt parfois de mélanger différents types d'instrumentation. Peut-être que l'instrumentation eBPF est moins précise en termes de précision, de connaissance du framework, mais par contre, le réseau, elle connaît très bien. Et donc là, elle vous montre qu'en fait, elle voit la métrique au niveau avant la prise en buffer. Donc, c'est ça qui est important. Vous voyez que donc, dans ces cas-là, vous pouvez avoir des petits pièges. Si vous êtes arrêté à l'instrumentation sans avoir mis eBPF, vous allez dire à votre client, non, je n'ai pas de problème de latence. Mon application marche très bien, je n'ai aucun problème de métrique. Je ne vois pas pourquoi vous râlez. Donc voilà, attention à ces petits pièges. Et c'est parfois intéressant de mixer certaines choses. Donc là, on pourrait se dire, bah tiens, pourquoi pas prendre le BPF juste pour la mesure de la latence réseau. Peut-être que je vais voir quelque chose que je n'avais pas vu avec mon instrumentation applicative. Donc voilà, un petit truc intéressant. Je vous invite à voir la vidéo. Il explique plus en détail aussi quelques autres choses un petit peu tricky, etc. Dans le schéma du mot, on avait rajouté une autre métrique, par exemple le nombre de requêtes par seconde. Est-ce qu'on aurait vu Alors, on aurait vu qu'en fait, on avait avant, par exemple, en fait, on aurait vu qu'on aurait capé le nombre de requêtes maximum qui est capable d'accepter notre système. Et ça veut dire qu'on a benché avant pour savoir combien de requêtes est capable de recevoir notre système. Donc, on est en train de voir qu'on est en train d'arriver à la limite de labo de notre application. Et ça devient beaucoup plus compliqué pour faire l'analyse. Alors que là, c'est clair que la latence qu'on voit côté stack réseau est quasiment la latence côté client. Donc là, on a une métrique qui est corrélée par rapport à ce que voit notre client. Si on avait mis en place deux métriques dès le début, on aurait peut-être pu ça faire. Ah, c'est sûr. Mais il faut y penser. Parce que là, on le voit. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est bon, on le sait, donc maintenant, on va rajouter quelque chose pour ne plus se faire avoir. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs couches dans votre système. Et n'oubliez pas les couches sous-jacentes dans vos systèmes. Il faut peut-être les instrumenter aussi. Oui. Est-ce que oui, tout à fait. Il y a une partie JavaScript, si on voudrait, par exemple. C'est encore en bêta, ouais, tout à fait. C'est ça. Encore une fois, par contre, ça veut dire que donc, votre client va envoyer la télémétrie depuis son browser. Il peut y avoir des problèmes de sécurité ou des problèmes aussi de flux, en fait. Parce que là, quand vous êtes uniquement ici, c'est des flux que vous gardez, on va dire, sur votre data center, sur votre infra. Cette télémétrie-là, M. Stable l'a rajouté pour l'exemple, et cette télémétrie-là, ce n'est pas obligatoire que vous puissiez la faire. Pensez à Google Analytics. Il y a des gens qui bloquent Google Analytics. Si vous utilisez quelque chose à la Google Analytics pour remonter ce flux, vous ne l'aurez pas peut-être pour tous vos clients. Donc attention, une analyse front-end, peut-être que les clients bloquent dans le browser les remontées de télémétrie. Aussi avec les problèmes aussi de confidentialité, de RGPD, etc., ça peut être, enfin GDPR, ça peut être un peu les mêmes problèmes, en fait. Donc attention à la télémétrie côté browser, elle n'est pas sûr de passer, en fait. Donc voilà, celle-là, vous êtes sûr que vous allez la recevoir. Celle-là, vous n'êtes pas sûr que vous allez la recevoir. Et peut-être que donc, vous allez cacher des choses. Pardon? Ouais, c'est du HTTP, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, collecter les signaux. Chez OpenTelemetry, vous avez le OpenTelemetry Collector, qui est un projet chez eux, bien sûr.
vous avez trois parties. La partie réception, la partie processing et la partie export. Il a encore un mix de stable et bêta, ce collecteur, vous allez voir. Si vous allez sur le projet OpenTelemetry Collector et que vous voulez télécharger un binaire, vous allez vous dire, c'est quoi ce bazar? J'ai deux versions, une en stable, une unstable, et je pointe sur quasiment plus de 500 assets. C'est quoi ce bazar, en fait? Alors déjà, vous avez toutes les architectures, vous avez du Windows, du Mac, du ARM, du x64, du PowerPC, vous avez toutes les architectures du monde, mais surtout, vous avez 5 distributions différentes, donc qui sont pour des buts différents. Et en fait, le double version, c'est qu'actuellement, comme le projet n'est pas full stable, vous avez des composants qui sont stable en 1.46, dans ce cas-là, et des composants qui ne sont pas encore en stable en 0.140. Donc, dans la même distribution, vous allez avoir un mélange de composants stable et de composants unstable, enfin bêta. Donc, voilà, c'est encore un peu le bazar chez eux. Mais si vous allez voir les manifestes des différents projets, des différentes distributions, vous pouvez retrouver exactement tout ce que ça contient. Je vous ai fait ce petit tableau pour un peu vous aiguiller si vous voulez choisir une distribution tel call, si ça vous intéresse. La plus légère, celle-ci, elle sert juste de passe-plat, en fait. Typiquement, endpoint TLS, où vous avez les credentials d'accès à votre système pour envoyer la télémétrie. Vous ne voulez pas le laisser dans votre application, vous mettez là-dedans, juste endpoint ou la couche de protection. Beaucoup plus léger, hein, un peu moins de 10 mégas. Celle que j'utilise personnellement en labo, c'est celle-ci. Vous avez tous les receivers du monde, tous les exporteurs du monde, vous avez tout dedans. Donc, au moins, vous ne prenez pas la tête, tout est disponible. Par contre, bah, forcément, on monte à quasiment 90 mégas. Le bon compromis, en général, c'est la hotel call. En fait, vous n'avez pas la partie contrib, donc vous allez voir des choses un peu plus simples. C'est le bon compromis en général. Mais si vous voulez des choses uniquement vous avez juste besoin de faire du passe-plat, et ben en fait, prenez la dernière, quoi. Par contre, attention, la dernière, vous n'avez aucun processing, donc vous ne pouvez pas faire des traitements spécifiques. Le problème du sampling. Quand vous avez beaucoup de télémétrie, en fait, il y a beaucoup de choses. Heureusement, votre application, ça va très bien. Vous n'avez pas de problème de traces, vous n'avez pas de problème métrique. Pourquoi le garder, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est les erreurs, des choses qui ont un problème de performance. Donc là, il va vous falloir faire des choix, ce qu'on appelle le sampling. Je vais aller rapidement là-dessus. Vous avez deux stratégies globales. C'est soit le head sampling, en fait, dès l'origine d'un span, vous allez vous dire, OK, je le prends, je ne le prends pas, de manière statistique. Le tail sampling est beaucoup plus intéressant, mais ça vous demande de voir la trace dans sa globalité. N'oubliez pas que le trace est un ensemble de spans. Et en fait, quand ça plante, c'est souvent le dernier span qui plante. Vous ne savez pas au début que vous allez planter, sinon ce serait trop facile, la vie. En fait, vous devez attendre la fin pour vous dire, ah, là, j'ai planté. Donc, tout ce qui s'est passé avant, ça m'intéresse. Donc, le collecteur va être embêté, c'est que le collecteur doit mémoriser tout le chemin, en fait, pour se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, peut-être plusieurs centaines de millisecondes se sont écoulées, il a dû tout mémoriser. Et là, il a dit, OK, ça m'intéresse pas. Attention, donc c'est très intéressant, mais ça peut faire vite des volumes importants sur le collecteur si vos requêtes sont un peu longues. Et surtout, ça veut dire que si vous êtes en multiservice, il faut que tous les spans arrivent sur le même collecteur pour qu'il puisse prendre sa décision sur cet ensemble-là. Alors, certains vendeurs fournissent des trucs un peu plus Sioux, etc. Là, je me concentre vraiment sur le projet OpenTelemetry. Bien sûr, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez dire que certaines choses, vous en voulez qu'un certain pourcentage. Et puis, vous faites du tail sampling sur des choses un peu plus fines où vous savez que là, il y a des risques que ça puisse planter, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est des processeurs que vous avez dans le projet OpenTelemetry Collector. Et vous pouvez les configurer pour choisir ce que vous voulez ou pas. Encore une fois, tout ce que vous envoyez à l'extérieur, c'est du coût. C'est du trafic réseau, c'est du coût auprès de votre hébergeur de données. Si vous faites le sampling en amont, c'est des choses qui ne sortent pas de votre environnement, donc c'est des choses qui ne sont pas facturées. Donc, le collecteur, c'est pas mal en fait pour pouvoir permettre de faire un peu de filtrage avant de taper sur des Datadog, Dynatrace, etc. Où là, va savoir du coup sur votre data center. Le lien entre les signaux, je vais aller rapidement aussi un peu là-dessus. Si vous vous souvenez, quand on a fait les spans, on a vu que les spans sont entre plusieurs services. Vous allez me dire, mais comment l'autre span, il est au courant que le Trace ID, c'était le même, en fait. Vous avez vu que le Trace ID, il était commun entre les différents spans lorsque j'ai présenté cette partie. En fait, vous avez une norme du W3C. Donc là, c'est le classique. En fait, quand vous allez faire des requêtes HTTP, vous allez rajouter ce header, trace parent, et en fait, vous allez envoyer en fait, l'ID du trace parent. Et en fait, les autres spans qui vont arriver sur les autres services vont récupérer ce trace parent et le rajouter. Donc, grâce à ça, en fait, il va y avoir une corrélation entre les éléments.
C'est supporté déjà dans de nombreux langages. Si vous utilisez ZK, vous l'aurez, que ce soit en Java, en Go, etc., vous l'avez. Vous pouvez aussi, bien sûr, c'est extensible, vous pouvez changer par un autre système de transport. Si par exemple, vous ne faites pas du tout de HTTP dans les appels, vous faites, je sais pas moi, des appels par socket Unix, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire un autre système pour propager la trace avec des sockets Unix, en fait. Pourquoi pas? Le système est extensible. Oui, bien sûr. Mmh. Tout à fait. Le premier span. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il va propager l'information pour que les autres spans puissent en fait avoir l'information d'où ils viennent. En fait, soit vous avez un span qui est le root, ici. En fait, ici, c'est celui-ci qui va générer en fait le trace ID, le root span. Et ensuite, les autres spans sont au courant par le système de propagation qu'en fait, ils doivent récupérer le même trace ID pour être corrélés avec ce même root span. En fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'avez pas l'information du contexte, quand vous avez généré un nouveau span, vous allez régénérer un nouveau trace ID parce qu'en fait, vous n'avez pas l'information que vous êtes parent, enfin enfant du précédent. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on démarre. Tout à fait, on vire le contexte en fait. On dit qu'on cancelle le contexte actuel, on ignore le contexte, et en fait, il va repartir forcément sur un nouveau contexte. Le fait d'être span versus root span, ça veut dire qu'on a un contexte précédent. Si on n'a pas de contexte, ça veut dire qu'on devient nouveau contexte en fait. Oui. Donc, dans une requête qui démarre comme une tâche asynchrone, oui. Est-ce qu'on peut garder le même trace pour la tâche asynchrone? Eh bien, merci mon ami. Le bagage, par exemple, tu es en train de faire du… par exemple, tu as quelque chose ici, dans cet exemple-là, tu appelles un service où en fait, tu passes uniquement l'ID du product, mais plus la compte qui est en train de faire la transaction. Et en fait, tu as un deuxième service où il serait intéressant de savoir quel était le account qui avait fait la transaction d'origine. Le baggage est là pour ça. Tu peux donner des attributs ici pour pouvoir les récupérer dans tes autres spans. Et comme ça, tu fais le lien avec des éléments asynchrones. Typiquement, pour l'asynchrone, c'est très pratique. Attention, encore une fois, si vous le passez par HTTP, c'est une information publique. Si votre trace, vos informations de tracing restent bien en interne, il n'y a pas de problème. Attention, ces attributs, vous les passez maintenant dans un header HTTP. Le trace ID, c'est pas grave, parce que la personne ne pourra pas accéder à votre système de télémétrie, au pire, là, accès à votre trace. Si vous commencez à mettre des informations comme des choses que vous ne devez pas forcément voir côté client, faites attention à ça. Les exemplaires aussi, qui vous permettent de faire le lien entre une métrique et un span. Exemple ici dans ce code. J'ai créé un span. Le span a créé un contexte. Et durant ce span, j'ai créé une métrique. Votre métrique n'est pas bonne. Par exemple, la latence est mauvaise. Et donc, vous vous dites, OK, c'est cool, j'ai eu un point qui fait que là, j'ai pris 2 secondes au lieu de 100 millisecondes en temps habituel. Mais quel est le span qui a créé ce problème? Là, dans cet exemple ici avec Grafana, en fait, quand vous prenez le point, vous avez tout en haut l'exemplaire, ne pas confondre avec example, qui vous permet de retrouver le trace ID qui est l'origine de votre point de métrique. Donc maintenant, grâce à ça, vous pouvez dire, OK, j'ai l'information que ma métrique n'est pas bonne, en plus, je sais quel est le span qui a généré cette métrique qui n'est pas bonne. Eh, ça va aider au debug quand même. Parce que là, c'est beaucoup plus facile que de devoir se dire, OK, dans cet intervalle de temps, j'ai eu tant de requêtes qui ont eu lieu, il faut essayer de retrouver quelle est la bonne requête. Non, non, là, c'est sûr. C'est cette requête-là qui vous a posé un problème. Et vous venez analyser, là, vous allez dire, ah, mais en fait, parce qu'il y a une requête SQL qui s'est mal passée, ou j'ai une invalidation de cache, donc j'ai dû régénérer mon cache. Plein d'exemples qui peuvent exister. Et là, vous dites, OK, bah, c'est normal, en fait, on a régénéré le cache à ce moment-là. Bon, c'était pas normal, finalement. Au contraire, bah non, c'est pas normal, on passe notre temps à régénérer le cache depuis 3 minutes. Normalement, ça devrait être plus… Il y a un problème d'éviction quelque part. Ça peut vous donner des choses. Je vais rapidement, 4e signal, le profilage. Ça, c'est encore en bêta, donc c'est nouveau. Ce que je vais mettre l'accent, c'est que c'est quelque chose qui a été donné par Elastic via le OpenTelemetry BPF Profiler. Ça ne fonctionne que sur Linux. Vous pouvez utiliser avec cette distribution. Vous pouvez le visualiser avec Grafana Pyroscope. Ça vous permet donc de faire du profiling, tout ce qui est consommation CPU, mémoire, allocation d'objets, utilisation des threads, etc. C'est encore en bêta, donc c'est encore des choses un petit peu plutôt labo que production ready. Mais en fait, c'est cool parce que maintenant, on a du profiling qui est normalisé. Plus besoin d'aller voir son propre truc vendeur spécifique.
Donc, si vous avez le temps, le courage, amusez-vous un peu avec ça. Mais ça reste encore des choses qui vont encore un peu bouger. Mais c'est quand même très intéressant. Globalement, je vous ai mis une capture sur Pyroscope, ce que ça peut donner. J'ai pris la documentation de Pyroscope. Donc là, vous avez le classique flame graph de votre application. Ça va vous permettre, en fait, comme ça, de pouvoir voir un peu mieux ce qui se passe. Cette fois, par exemple, des délocations d'objets, des choses comme ça, pour vous dire, ça consomme, mais ça consomme aussi parce que ça loue beaucoup d'objets. Et pour ceux qui voudraient poursuivre, donc, le projet OpenTelemetry, donc, il y a un projet démo qui contient plein de composants de langage différents, une très belle source d'informations pour un petit peu découvrir tout ce qui est possible entre des métriques, des logs, des traces, avec du Grafana, du Tempo, du Loki. Ça, c'est fun. En open source, si vous voulez visualiser, stocker, vous avez le projet Prometheus pour les métriques, le Tempo pour les traces, les Loki pour les logs, et maintenant Pyroscope pour le profilage. Jagger, qui reste pas mal aussi pour les traces. Toujours très intéressant, Jagger, pour faire un petit peu de la mise au point. Parce qu'en fait, en labo, forcément, vous n'avez pas toujours les accès à payer des licences Datadog, Dynatrace à outrance, ou les possibilités d'exporter les flux. Donc, c'est toujours pas mal d'avoir ces logiciels. Petit projet qui existe depuis un petit moment maintenant, Trace Test, très intéressant. Vous faites vos tests end-to-end. Et en fait, vous allez rajouter des asserts sur vos traces. Par exemple, je fais un système qui doit contacter un mécanisme externe pour obtenir, je ne sais pas moi, par exemple, le taux de change des monnaies. Et bien, vous dites, OK, c'est normal que j'ai une trace qui fait un appel externe sur ce système. Par contre, vous êtes 2 sur 3 autres scénarios, normalement, vous ne faites jamais d'appel à un système externe. Vous pouvez faire des asserts que vous n'avez pas de traces en fait, qui font des appels HTTP remote. Pourquoi pas? Vous pouvez dire, par exemple, je fais un assert que ma trace de call JDBC, enfin de requête SQL, elle doit être en dessous de 300 millisecondes, par exemple. Donc, en fait, avec ce projet, vous pouvez faire des asserts sur vos traces. L'instrumentation, vous l'avez gratuitement. Vous récupérez toutes les traces et vous faites vos asserts de texte sur ces traces-là. Comme ça, vous pouvez en déduire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez vérifier aussi, par exemple, que vos traces n'exportent pas des attributs sensibles. Est-ce qu'il y a un mot de passe qui ne sort pas d'une trace? Est-ce que je ne suis pas en train d'envoyer chez Datadog ou chez d'autres providers des traces avec des attributs que je ne voudrais pas envoyer, comme le mot de passe ou peut-être des informations confidentielles qui ne me plairaient pas? Vous pouvez vérifier que vos traces sont bien conformes à certaines choses. Ça peut être intéressant. Le projet est un peu rugueux parce que c'est des concepts qui sont assez nouveaux. Donc, j'ai toujours encore un peu de difficulté à l'utiliser, mais c'est quand même intéressant. Donc, ouais, pour ça, je vais le mentionner. Voilà, merci à tous pour votre attention. Vous avez le Linktree si vous voulez récupérer tous les liens que j'ai présentés. Donc, voilà.